sommes en présence de Maître Nicolas Saint-Pierre, qui est avocat criminaliste spécialisé en droit criminel. Donc, merci d'être parmi nous. Ça me fait plaisir. Donc, pratiquer le droit criminel à Ottawa. Donc, aujourd'hui, on va parler des garanties juridiques. Oui. Pour parler des garanties juridiques, il faut d'abord comprendre c'est quoi la Charte canadienne des droits et libertés. C'est quoi? Effectivement. La Charte, on aime la catégoriser comme la loi suprême au Canada. Donc, en 1982, on a répatrié cette loi-là qui est en Angleterre au Canada, puis ça donne plus de garanties aux citoyens contre le gouvernement. Donc, ça s'applique seulement lorsque le gouvernement est impliqué, l'État. Donc, les policiers ou comme les gouvernements provinciaux, municipaux ou fédéraux. Donc, conflit entre citoyens, la Charte ne s'applique pas. C'est lorsqu'on a des contacts avec majoritairement la police que la Charte devient importante. Okay. Et à ce niveau-là, au niveau criminel, évidemment, étant donné les policiers placent des accusations contre les accusés, la Charte s'applique. La Charte s'applique. C'est vraiment là qu'elle prend tout son sens quand l'individu est contre l'État, dans le fond. Exact. OK, excellent. Puis, les garanties juridiques, ça veut dire quoi, ça? En regardant la loi, il y a un nombre d'articles qui sont catégorisés comme étant des garanties juridiques. Et ça, c'est afin de s'assurer qu'on ait pleinement ses droits. Donc, le droit au silence, le droit d'avoir accès à un avocat, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Donc, si on choisit de ne pas témoigner lors d'un procès, si on choisit de ne pas être sujet à des fouilles abusives, si on essaie de protéger contre les fouilles à l'intérieur d'une maison d'habitation. Mm-hmm. Le droit d'être informé pleinement de ses droits lors de son arrestation. Donc, il y a une liste infinie, pratiquement, de choses qui nous protègent contre les policiers s'ils voudraient abuser de leur pouvoir. Puis, c'est interprété non seulement par les tribunaux aussi, là. Oui, certainement. Donc, je veux dire, la Cour suprême est appelée à se prononcer sur la validité des pouvoirs des policiers constamment. Constamment. Chers téléspectateurs, je pense qu'on va mettre ça en pratique avec Maître Saint-Pierre ici. On va vous donner un scénario, puis on va faire comme dans l'émission Law & Order. Il faut commencer par dire que c'est purement fictif. Les noms, les faits qu'on va utiliser, c'est fictif. Donc, on commence avec le scénario. Caroline, 18 ans, a conduit sur l'autoroute à 100 km/h, donc pas d'excès de vitesse, rien. Elle se fait interpeller, mettre sur le côté de l'autoroute par pur hasard. Elle n'a rien fait d'illégal. Mm-hmm. Est-ce que ça fonctionne? La réalité, non. On ne peut pas interpeller un individu sans motif raisonnable. Donc, les policiers doivent avoir un motif. Un motif raisonnable, c'est quelque chose de concret que les policiers croient que l'individu doit être arrêté, détenu, toutefois temporairement, pour pouvoir vérifier si bel et bien il y a contravention au code criminel. Par contre, dans le cas des infractions lorsqu'on conduit un véhicule, les policiers ont souvent recours au code de la route pour faire des interpellations des individus, donc il faut faire attention. Le code de la route est beaucoup plus vaste. Et donc, c'est utilisé de cette façon-là aussi. OK. Donc, oui, c'est une violation d'une garantie, mais c'est justifié par le code de la route puis dans... Parfois. Mais la règle générale, c'est que les policiers doivent avoir des motifs raisonnables pour pouvoir arrêter un individu et procéder à une enquête criminelle. OK, excellent. Donc, on va poursuivre avec ce scénario-là. Oui. Donc, le policier s'approche du véhicule, il regarde sur la banquette arrière, il voit une arme dissimulée qui sort. Donc, automatiquement, il procède à l'arrestation de Caroline, lui demande de sortir de la voiture. Puis fait une fouille, regarde, saisit l'arme, la met en arrestation. Est-ce que ça fonctionne? Faut vraiment déterminer qu'est-ce que le policier a bel et bien vu. La règle générale, c'est qu'on ne peut pas mettre un individu en état d'arrestation, procéder à une fouille, sans avoir encore des motifs raisonnables de pouvoir le faire. Dans le scénario, si le policier a été capable de voir l'arme qui était sur la banquette arrière, puis il était certain que c'était un arme, à ce moment-là, l'arrestation pourrait devenir valide. Par contre, si c'est seulement un soupçon qui est là, qu'il y a quelque chose dans le derrière de l'auto qu'il doit absolument vérifier, et là, à ce moment-là, il n'y a pas les motifs raisonnables de poursuivre avec sa fouille. OK. Donc, c'est vraiment le mot-clé, c'est fouille, puis c'est quoi le critère pour déterminer si c'est raisonnable? C'est très factuel, là. Il faut mettre ça tout le temps dans un contexte. Certainement. La fouille, pour qu'elle ne soit pas abusive, c'est que le policier doit être, on va utiliser le mot certain, mais c'est vraiment un motif raisonnable de pouvoir s'assurer que lorsqu'il va procéder avec la fouille, il va trouver l'objet qu'il recherche. Donc, s'il le voit, le fusil ou l'arme,
s'il voit l'arme, si elle n'est pas complètement dissimulée, le policier pourrait avoir des motifs de vérifier l'auto. OK. Donc, on poursuit avec le scénario. Donc, le policier met en arrestation Caroline, lui dit pas pourquoi il l'a mis en arrestation. C'est seulement une fois arrivé au poste de police qu'il explique pourquoi elle a été mise en arrestation. Est-ce que ça, y a-t-il un problème avec des garanties juridiques au niveau de la... Certainement. Celle-là est un petit peu plus claire. Au moment qu'une personne est arrêtée, sortie du véhicule, on lui dit « Tu es en état d'arrestation et voici pourquoi ». Et la personne doit savoir exactement pourquoi elle est détenue et pourquoi elle est arrêtée et pourquoi elle doit l'accompagner au poste de police. Okay. Donc, sans ça, on a contravention à l'article 10 de la Charte. Il faut lui expliquer pour que la personne soit consciente de ce qui se passe, de ses droits par rapport à la situation. Exactement. Et la personne va avoir le droit de communiquer avec un avocat. Elle doit pouvoir dire à son avocat « Je suis en état d'arrestation pour la raison qu'elle est là. » Ben oui, pour pouvoir expliquer, pour avoir une représentation juridique. Exact. Toujours le même scénario. Donc, Caroline, après son arrestation, elle est remise en liberté. Elle doit attendre 3 ans avant son procès. Est-ce que ça vous semble normal, Maître Saint-Pierre? Il y a beaucoup de délais pour avoir un procès, mais 3 ans, c'est abusif. On a le droit d'avoir un procès dans un délai raisonnable. Donc, des délais qui sont de 3 ans seraient, selon moi, déraisonnables, à moins qu'il y ait des raisons qui pourraient justifier là, un tel délai. Donc, des fois, il y a des enquêtes qui doivent se poursuivre, puis il y a des motifs pour lesquels on ne peut pas nécessairement avoir un procès rapide. Mais la règle générale, là, 1 an, dans la région d'Ottawa, 1 an, on essaie d'avoir un procès. Si on tombe à l'extérieur de ces délais-là, là, on risque d'avoir un délai déraisonnable. Puis pourquoi c'est aussi important des délais raisonnables pour l'administration de la justice? Pourquoi? Être accusé d'un crime est extrêmement taxant sur un individu. Passer au travers là, du système de justice et de vivre avec le stigma d'être accusé d'une accusation criminelle, c'est très demandant pour un individu. Puis on juge qu'il y a un préjudice qui est fait à l'accusé lorsqu'il doit attendre d'une façon prolongée pour son procès. Il y a des conditions de remise en liberté qui est imposées. Ces conditions-là restreignent ta liberté considérablement. Donc, on veut pouvoir permettre à l'accusé d'avoir son procès, d'entendre le dossier contre cette personne-là et évidemment de pouvoir donner sa version en défense et pouvoir là, avoir justice. C'est qu'est-ce qui est de protéger l'innocence, la présomption d'innocence de quelqu'un. Plus ça se prolonge, plus ça peut affecter ça. Exactement. OK. Donc, pour finir avec ce scénario-là, donc Caroline va devant cour. Puis, elle est forcée par le juge à témoigner pour expliquer pourquoi elle avait une arme illégale dans sa voiture. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Certainement. Un juge ne peut pas contraindre un individu accusé d'un crime de témoigner. Donc, même personne ne peut contraindre un policier, la couronne et même l'avocat de la défense. Même son propre avocat ne peut pas contraindre un individu. C'est un des choix particuliers qu'un individu doit faire, à savoir... Qui a de ne pas s'incriminer elle-même. Oui, puis la personne accusée doit faire un choix dans son dossier, à savoir si elle va témoigner ou non, souvent conseillée par son avocat, mais elle ne peut pas être contrainte à témoigner et le juge ne peut pas l'utiliser contre elle non plus dans son procès.